Donc, sixième séance, sixième vidéo, toujours qualité de l'eau potable. On va attaquer le dernier paragraphe, le dernier paramètre de la qualité de l'eau potable. C'est la correction du pH, ça veut dire par l'ajout de matière alcaline, matière basique, et affinage, que nous allons voir qu'est-ce que c'est. Alors, les eaux clarifiées et désinfectées peuvent exiger des correctifs visant à améliorer leur qualité chimique. C'est le cas par exemple des eaux devenues acides et corrosifs à la suite du traitement de coagulation dont il faut relever le pH, augmenter le pH. Donc là, on l'a dit, il faut des correctifs, donc ça veut dire qu'il faut corriger un petit peu cette qualité chimique, et on a dit que dans le cas de la coagulation par exemple, par le biais de l'utilisation de sulfate d'aluminium qui rend le milieu un peu plus acide que l'état avant utilisation de ce coagulant. Et rappelez-vous aussi que l'utilisation dans l'étape de désinfection du chlore à l'état gazeux, ça fait baisser aussi le pH. Donc là, ce sont deux paramètres, par exemple pour ce cas-là, le coagulant qui est le sulfate d'aluminium et la désinfection qui est l'utilisation du chlore gazeux. Donc ceci va faire baisser le pH, donc là il faut le relever, donc il faut augmenter le pH. Alors la correction du pH de l'eau traitée nécessite l'emploi de produits alcalins, donc des produits basiques, comme la chaux, on utilise le lait de chaux, la soude, le NaOH, les carbonates de sodium, le Na2CO3. On doit introduire l'agent correctif de préférence après la chloration finale. Vous savez pourquoi? Parce que la chloration finale peut aussi varier la valeur du pH, soit la diminuer dans le cas de l'utilisation de chlore gazeux, soit la relever un peu, l'augmenter un peu dans le cas de l'utilisation de l'hypochlorite, soit de sodium, soit de calcium. Et donc là, il faut après la désinfection, après la chloration finale, pensez à corriger le pH. Alors on va discuter un petit peu ces trois produits, la chaux, la soude et le carbonate de sodium. Alors le choix de la chaux est le plus souvent utilisé suite à son bas prix. Donc là le prix ici est abordable. L'emploi de la chaux hydratée, la forme CaOH2 est plus simple. Donc là on hydrate la chaux, ça veut dire qu'on essaie de produire un liquide qu'on appelle le lait de chaux à partir de la chaux solide. Donc ça c'est l'avantage, comme j'ai dit, c'est le prix qui est plus bas. Alors maintenant les carbonates de sodium, les NaOH, les Na2CO3, on les utilise que dans le cas où les eaux sont modérément dures. Dur, ça veut dire qu'on ne peut pas supporter l'ajout de calcium de plus. Donc là, les eaux sont modérément dures. Il ne faut pas rajouter plus de calcium parce que lorsqu'on utilise la chaux, on ajoute le calcium. Et comme vous le savez bien, le calcium et le magnésium, ce sont deux éléments qui augmentent la dureté. Donc en cas des eaux modérément dures, on ne doit pas utiliser le calcium, on utilise les carbonates de sodium. Et donc là, ça peut y aller. Donc, quand il n'y a pas de lieu de hausser sa dureté, bien évidemment, il faut aussi, encore une fois, penser que on ne doit pas encore augmenter la dureté. Pourquoi? Parce que si l'eau devient dure, elle devient, bien évidemment, pas bonne à la consommation. Voilà, donc, la chaux, c'est moins cher, c'est dans le cas général. Dans le cas des eaux modérément dures, ça veut dire dont la dureté est un petit peu moyenne, il faut penser à utiliser les carbonates de sodium. On ne peut pas utiliser la chaux. Pourquoi? Parce que ça introduit le calcium, élément responsable de la dureté. L'utilisation maintenant de la soude, le troisième produit, ne peut se faire que pour les eaux dures. Alors là, c'est vraiment des eaux dures. On ne peut pas utiliser la chaux parce que ça introduit le calcium, et on ne peut pas non plus utiliser le carbonate de sodium parce que là, vous avez des carbonates qui vont nous créer des carbonates de sodium, des carbonates de potassium et ainsi de suite. Et donc là, la présence de carbonate aussi, ça fait partie de la dureté. Donc là, on les a envisagés ici pour ne pas augmenter la dureté, parce qu'on va utiliser petite quantité. Mais dans le cas des eaux dures, ça n'accepte pas, quelle que soit la concentration ajoutée, il ne faut pas
la rajouter. Pourquoi? Parce que les eaux sont déjà dures et donc là, ça peut provoquer des problèmes de la qualité de cette eau. Alors à la fin, l'affinage, donc pour affiner les eaux de distribution, on a souvent recours au procédé d'adsorption. D'adsorption avec MD, ça veut dire la fixation. Et là, c'est dans le cas, bien évidemment, quand est-ce qu'on fait l'affinage? C'est dans le cas où nous avons une eau traitée qui ne respecte pas, bien évidemment, quelques paramètres. Par exemple, vous avez une odeur, vous avez un goût qui reste dans le milieu. Et donc là, on doit faire appel à ces procédés d'adsorption. Le charbon actif, ça c'est le produit miracle, bien évidemment utilisé dans le traitement des eaux et dans d'autres utilisations. Le charbon actif est l'un des composés qui sont très connus dans les procédés d'adsorption. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir adsorbant qui est très très élevé. Alors le charbon actif poudre, donc très fin ou granulé, donc avec des petits grains dedans, est utilisé pour enlever les micro-organismes et certains composés minéraux, tels que par exemple l'arsenic. Donc là, pourquoi? Parce que le charbon actif, par son phénomène de fixation, il va fixer les micro-organismes et pas mal de composés minéraux. Et donc là, ça va les éliminer de l'eau. Pourquoi? Parce que après cette étape d'absorption, bien évidemment, les grains ou la poudre va précipiter et là, ça va, soi-disant, enlever ces polluants de l'eau et avoir à la fin une eau de bonne qualité. Alors, le charbon actif a une certaine affinité pour les composés du plomb, l'un des métaux lourds, le nickel, le titane et du fer ferrique. Donc là, c'est que des avantages qu'on est en train de discuter ici. Donc là, ça peut capter pas mal de composés chimiques. Il absorbe aussi les composés organiques, du mercure, l'un des métaux lourds, et même les virus et bactéries. Donc là, son pouvoir adsorbant permet de fixer pas mal de composés. Donc voilà, c'est tout pour la qualité de l'eau potable. Maintenant, on va essayer d'attaquer la qualité physico-chimique des eaux usées. Les eaux usées, c'est les eaux rejetées par la population après, bien évidemment, utilisation de l'eau potable. Alors, les eaux usées, qu'elles soient d'origine domestique, ça veut dire ça vient des agglomérations, des habitants, ou industriels, donc là c'est des unités industrielles, sont collectées par un réseau d'assainissement. Donc là dans l'eau potable on parle d'un réseau de distribution, c'est un réseau de distribution d'eau potable, et dans le cas des eaux usées on parle d'un réseau d'assainissement, c'est un réseau de collecte des eaux usées, afin de les bien évidemment véhiculer vers la station d'épuration. Donc là, un réseau d'assainissement complexe. Alors complexe, pourquoi? Parce que ça doit recueillir les eaux usées de différentes habitations, des différents quartiers et bien évidemment l'orienter pour être traité dans une station d'épuration, ce qu'on appelle la STEP, station d'épuration, avant d'être rejeté dans le milieu naturel. Toute eau usée, après épuration dans une steppe, elle va être rejetée dans un milieu naturel. Ce milieu naturel peut être une eau courante, donc par exemple une rivière, ça peut être la mer, ça peut être un lac, comme ça peut être une zone terrestre, ça veut dire le sol tout court. Donc là, le rejet sur le sol. Alors, en station, les traitements varient en fonction de la nature de ces eaux usées et de la sensibilité à la pollution du milieu récepteur. Donc là, le traitement qui se réalise dans la station, il se réalise en fonction de la nature de ces eaux usées. Est-ce que c'est des eaux usées domestiques ou industrielles? Quel degré sont pollués, ainsi de suite. Et la deuxième des choses, c'est la sensibilité à la pollution du milieu récepteur. Par exemple, si je rejette dans une rivière, ce n'est pas la même chose que si je rejette dans un lac. Pourquoi? Parce qu'une rivière, par exemple, c'est un milieu hydrique qui est dynamique, ça veut dire que c'est en agitation permanente, ça veut dire que le traitement de ces eaux usées peut s'accentuer, peut devenir, leur qualité devient meilleure.
Par contre, dans le cas des eaux usées rejetées directement rejetées bien évidemment après épuration dans une steppe, rejetées dans un lac c'est un milieu hydrique stagnant, et donc par conséquent, il y a un phénomène que nous avons abordé auparavant, qui est l'eutrophisation, ça veut dire le développement de microalgues dans le milieu. C'est pour cela on parle de la sensibilité à la pollution du milieu récepteur. C'est-à-dire le milieu récepteur, s'il peut être pollué facilement, il faut faire un traitement bien avancé. Si le milieu récepteur a une sensibilité faible à la pollution, on peut traiter d'une manière modérée. On ne peut pas y aller plus loin. Alors, selon leurs origines, les eaux usées se caractérisent par une grande variabilité de débit. Donc là, les débits, bien évidemment, ce n'est pas stable, ça change dans la journée, d'une journée à l'autre, et ainsi de suite. Mais aussi de composition. Donc là, la composition des eaux usées peut changer, bien évidemment, et elles peuvent contenir des concentrations variables. Alors, il y a des matières en suspension, plus ou moins facilement décomptables ou coagulables. Donc là, des matières en suspension plutôt, qui peut être éliminée par décomptation facilement. Dans le cas où on en a besoin de la coagulation, on peut la faire. Rappelez-vous que la coagulation, dans le cas des eaux usées, elle ne se fait que pour les eaux industrielles. Les eaux domestiques, jamais on parle de coagulation. Pourquoi? Parce que vous avez d'énormes quantités des eaux usées évacuées par l'agglomération. Alors, vous avez aussi des matières colloïdales ou émulsionnées. Donc là, colloïdale, ça veut dire c'est de la matière finement divisée. Émulsionnée, ça veut dire c'est l'existence de mousse. Vous avez aussi des argiles, vous avez des micro-organismes, des macromolécules hydrophobes, telles que les huiles, les graisses, les hydrocarbures, et ainsi de suite. Vous avez des matières en solution de nature organique ou minérale ou sous forme de gaz dissous. Donc là, c'est soit des matières en solution, ça veut dire solubles dans l'eau, soit des gaz, bien évidemment, dissous. Et vous avez bien évidemment des micro-organismes végétaux, tels que des algues, des planctons. Des planctons, ça veut dire c'est des microalgues. Vous avez aussi des animaux, tels que les protozoaires et les bactéries. Les protozoaires, ce sont des animaux unicellulaires. Donc c'est comme les bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries, ce sont des animaux plutôt. Alors ces différents constituants des eaux usées présentent des comportements spécifiques vis-à-vis des modes de traitement auxquels ils seront soumis avant leur rejet dans le milieu naturel. Donc là, il faut faire un traitement avant le rejet dans le milieu naturel. Donc là, normalement, selon la loi, aucune eau usée ne peut être rejetée dans la nature sans traitement. Donc là, il faut faire le traitement avant le rejet dans le milieu naturel. Alors ces comportements sont liés d'une part à la taille des particules présentes et à leur état physique. Donc là, ces constituants-là vont, comme j'ai dit, vont avoir des comportements spécifiques vis-à-vis des modes de traitement, et ces comportements sont liés à la taille des particules présentées et à leur état physique. Est-ce que c'est soluble, est-ce que c'est coagulable, est-ce que c'est décomptable, et ainsi de suite. Et ils dépendent également pour une large part de leur aptitude à la biodégradation. Ça veut dire, est-ce que ces particules-là, est-ce qu'ils sont biodégradables? Ça veut dire que c'est dégradable par des bactéries, d'une manière biologique, à l'oxydation ou encore à l'absorption. Donc là, par exemple, si vous avez des matières en suspension, ou des matières colloïdales, ou des matières en solution, ou même des micro-organismes qui sont biodégradables, c'est bien. Ils sont oxydables, c'est bien. Ils peuvent être adsorbés, ça veut dire fixés, ça veut dire que leur charge facilite la fixation sur le charbon actif, c'est bien. Le malheur des eaux usées, c'est quand vous avez des eaux usées non biodégradables. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être dégradés par les bactéries. Et leur oxydation est faible ou ralentie. Et encore une fois, s'ils ont des pouvoirs, ou plutôt ils n'ont pas la possibilité d'être adsorbés ou fixés facilement. Donc là, c'est un petit peu, comme je l'ai dit, le malheur des eaux usées.
Alors pour les eaux usées urbaines, ça veut dire qu'ils nous viennent des villes, c'est les eaux usées domestiques. Il est admis que le flux de la pollution rejetée par habitant et par jour est appelé équivalent habitant. Alors, équivalent habitant, c'est très intéressant comme paramètre pour pouvoir dimensionner et installer une station de traitement ou une station d'épuration dans une agglomération, dans une ville donnée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équivalent habitant? C'est le flux de pollution, c'est-à-dire c'est le rejet d'un habitant par jour. C'est ce qu'on appelle l'équivalent habitant. C'est très connu dans les eaux usées. À chaque fois que vous avez une station d'épuration, dans le cahier de charge, vous allez sûrement trouver le mot ou la citation de ce mot-là ou ces deux mots-là, équivalent habitant, qui est très très utilisé. Comme je l'ai dit, ça a un rôle très important dans le dimensionnement des stations d'épuration. On considère que les caractéristiques des eaux brutes, varient suivant les habitudes alimentaires. Donc là, les eaux usées rejetées peuvent varier en fonction des habitudes alimentaires. De quoi il nourrit cette population. Du niveau de vie. Bien évidemment, les niveaux de vie, ça peut changer d'une zone à l'autre, et par conséquent, les eaux usées ne sont pas les mêmes. Par exemple, les eaux usées d'une population, par exemple, aisée, ne sont pas les mêmes que dans le cas d'une zone où il y a une population pauvre, par exemple. Le mode d'habitat, est-ce que c'est urbain ou rural? Est-ce que c'est des petits appartements? Ou est-ce que c'est des fermes? Et ainsi de suite. La densité de la population, est-ce que la zone est peuplée? Ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Ou est-ce que la zone, il y a très peu de population? Alors, par exemple, des quartiers populaires avec des quartiers où il y a des villas, par exemple, c'est pas la même chose. Et le climat, donc est-ce que le climat est chaud ou froid? Mais évidemment, donc tout ceci joue sur les caractéristiques des eaux brutes, les eaux brutes avant traitement. Alors, il est évident que de très nombreuses méthodes d'analyse utilisées pour les eaux naturelles et les eaux potables sont également applicables aux eaux résiduaires urbaines, industrielles ou d'autres d'origine. Donc là, juste pour vous dire que pas mal de méthodes d'analyse qui ont été utilisées dans les eaux naturelles, ça veut dire dans les eaux naturelles, ça veut dire les eaux de barrage, les eaux de rivières, les eaux de lacs et ainsi de suite, et les eaux potables. Toutes ces analyses-là, pas mal d'analyses pour les eaux naturelles et pour les eaux potables, sont utilisées pour les eaux usées, urbaines, industrielles ou d'autres d'origine. Mais il y a des analyses qui n'ont aucun sens dans le cas des eaux usées, des eaux usées, mais ils sont très importants dans le cas des eaux potables. Je peux citer rapidement, par exemple, la mesure de la turbidité. Pour l'eau potable, c'est primordial. Pour les eaux usées, ça n'a aucun sens, parce que les eaux usées sont déjà turbides. Là, si vous me dites la turbidité de 300, de 200, ça ne me dit rien du tout. Par contre, pour les eaux potables, une turbidité très faible est demandée. Une turbidité qui dépasse les normes, les eaux potables ne sont pas, ces eaux-là ne peuvent pas être considérées comme eau potable. Alors, c'est particulièrement le cas du dosage des cations et des anions. Surtout à l'état de trace, ça veut dire si je suis en train de déterminer les doses des cations et des anions, que ce soit dans l'eau potable, les eaux naturelles, les eaux usées urbaines ou industrielles, c'est le même principe, c'est la même technique. Et celui des micropolluants organiques. Donc là, micropolluants organiques, tels que par exemple des pesticides. Les pesticides, c'est des produits utilisés pour détruire les mauvaises herbes, en agriculture par exemple. Okay? Donc là, c'est des micropolluants organiques. C'est les mêmes techniques utilisées dans le cas des eaux naturelles, dans le cas des eaux potables, urbaines et industrielles, c'est la même chose.
C'est le cas aussi de certains titres et potentiels tels que la conductivité électrique, le pH, de la plupart des paramètres globaux, matière en suspension, turbidité et de nombreux micro-organismes. Donc là, ce sont des analyses qui peuvent être faites dans le cas des eaux potables et dans le cas des eaux usées. Alors, la grande variété des eaux résiduaires, les eaux résiduaires, on met l'abréviation ER, les eaux résiduaires, c'est les eaux usées. Donc là, la grande variété des eaux résiduaires, nature des polluants rencontrés, des concentrations présentes et tout ça, exclut le recours à un référentiel unique de caractérisation. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on dit eau usée, eau résiduaire, on n'a pas la même chose en allant d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'une agglomération à une autre. Donc, par conséquent, il n'y a pas un référentiel unique de caractérisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une méthode à suivre, quelques analyses à suivre pour déterminer la qualité de cette eau. Hein? Pour chaque qualité d'eau, pour chaque eau usée, il est primordial de chercher les paramètres essentiels à déterminer afin de caractériser cette eau. Hein? Pourquoi? Parce que c'est selon la qualité de l'eau et selon le milieu récepteur dans lequel elle va être rejetée. Donc là, vous ne trouverez jamais un référentiel unique, ça veut dire une série d'analyses à réaliser pour caractériser une eau usée. Donc là, chaque eau usée a des paramètres spécifiques pour la caractériser. Bien évidemment, il y en a des points communs, hein, il ne faut pas oublier ça. Alors, selon les effluents concernés, selon les objectifs, donc là, les effluents concernés, ça veut dire qu'est-ce que nous avons, et les objectifs, ça veut dire à quel point on veut y arriver, à quel point de dépollution on souhaite arriver, on pourra avoir un recours à l'analyse spécifique de certains polluants ou micropolluants, qu'ils soient chimiques ou bactériologiques. Donc là, effluent, qu'est-ce que c'est? D'abord, effluent, c'est un rejet. Hein, effluent, c'est un rejet, c'est une eau usée rejetée. Donc là, on peut faire appel à des analyses spécifiques, bien évidemment, selon l'effluent, ça veut dire selon sa qualité, et selon les objectifs, ça veut dire à quel point on doit éliminer la pollution. Alors, des paramètres globaux de pollution ont donc été introduits pour évaluer globalement cette pollution. Donc là, c'est des choses qui nous parlent d'une manière globale de la pollution. Alors là, on a 4 types de paramètres. Il y a des paramètres basés sur des réactions chimiques, telles que la DCO, la demande chimique en oxygène, que je vous ai proposé en tant que TP, hein, vous allez voir un petit peu ceci dans le fascicule de TP que je vous ai envoyé sur la plateforme Moodle. Carbone organique total, ce qu'on appelle le code, carbone organique total, et ainsi de suite. Donc ce sont des paramètres qui sont basés sur des réactions chimiques. Et il y a des paramètres faisant intervenir des réactions biochimiques cette fois-ci. Pas chimiques pures, mais biochimiques, telles que la DBO, la demande biochimique en oxygène. La demande biochimique en oxygène. Vous avez des paramètres bactériologiques, donc là qui ont un lien direct avec les bactéries. Et là, on analyse les bactéries coliformes, les streptocoques et d'autres bactéries. Vous avez aussi des tests, un 4e type de paramètres, c'est les tests de toxicité, reflétant l'impact d'une toxicité globale de l'effluent sur une population donnée. Une population d'êtres vivants, pas exactement des êtres humains. Une population donnée, telle que par exemple des populations d'algues, des bactéries, des poissons, et ainsi de suite. Donc là, la toxicité de quelques éléments, donc tout ce qui est éléments toxiques, donc là, ce sont des tests de toxicité qui se réalisent là-dessus. Dans ce cas-là, je vous ai proposé aussi, dans le cas des TP, parmi les tests de toxicité, un test de micropolluants qui est l'un des pesticides qui était trop utilisé auparavant, qui est interdit maintenant à l'utilisation, qui est, je crois, le 2D. C'est le quatrième TP dans le fascicule de TP que je vous ai envoyé.
Bien, alors première des choses qu'il faut prendre en considération dans le cas des eaux usées, c'est le prélèvement et échantillonnage. Le prélèvement et échantillonnage, c'est très important. On n'en a pas parlé dans le cas des eaux potables. Pourquoi? Parce que les eaux potables, on est dans une station de traitement et l'eau est, soi-disant, arrive à la station de traitement à l'état brut et sort de la station de traitement à l'état traité. Ça veut dire que tout le travail a été réalisé dans la station de traitement. Dans le cas des eaux usées, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les eaux usées nous viennent des agglomérations. Dans leur chemin, ils vont changer de forme. Après traitement et après épuration, on va les rejeter dans un milieu récepteur qui vont bien évidemment changer sa qualité. Et cette qualité-là, on est censé la suivre dans le cours d'eau, par exemple, dans une rivière. On doit suivre kilomètre après kilomètre. Qu'est-ce qui arrive à cette eau? Est-ce que la qualité de la rivière n'a pas été perturbée sur de longs kilomètres? Ou est-ce que la pollution rejetée par les eaux usées épurées, les eaux usées traitées, continue à polluer davantage la rivière après 15, 20 et 30 km et ainsi de suite? Donc cela va gêner bien évidemment l'utilisation de cette eau pour la production d'une eau potable pour une autre ville. Il faut prendre ceci en considération. Toujours vous avez une ville, on prélève, par exemple, si vous avez une ville, vous avez une rivière qui passe à côté. On prélève l'eau de rivière en amont, ça veut dire avant la ville, ça veut dire le sens de circulation, on va prélever avant qu'il atteigne la ville. Cette eau-là qu'on va prélever, c'est pour pouvoir produire de l'eau potable. Et le rejet des eaux usées se fait en aval, ça veut dire après la ville, on va rejeter dans la rivière pour que l'eau qu'on va rejeter dans la rivière, elle va s'éloigner de la ville en partant avec l'eau de rivière. Alors maintenant, pourquoi on doit suivre cette eau même après rejet? Pourquoi? Parce que cette rivière-là, elle va être sûrement utilisée encore une fois par une autre agglomération, par une autre ville à quelques centaines de kilomètres, par exemple, pour la production de l'eau potable. Donc, imaginez que si moi, par exemple, au niveau de la ville A, je rejette ma pollution dans la rivière, mais à 100 km, il y a une ville B qui va prélever la même eau pour produire de l'eau potable, ce qui n'est pas, bien évidemment, très confortable. Donc c'est pour cela, le prélèvement et l'échantillonnage, c'est très important pour le cas des eaux usées. Alors, compte tenu de la diversité de la nature des eaux résiduaires, ainsi que des systèmes de transfert et de dilution, il n'existe pas de technique de prélèvement satisfaisante en toutes circonstances. Donc, autrement dit, la nature des eaux usées change, les systèmes de transfert de pollution changent, c'est-à-dire les systèmes d'évacuation de la pollution et de passage de la pollution d'un milieu à un autre, de l'eau usée à l'eau de rivière, de l'eau de rivière au sol de la rivière par exemple, et ainsi de suite. Et les phénomènes de dilution, parce que moi quand je rejette une eau usée, c'est quelques mètres cubes, l'eau de la rivière c'est des dizaines de mètres cubes, donc je suis en train de diluer les eaux usées épurées dans la rivière. Donc là, il n'y a pas de technique de prélèvement satisfaisante en toutes circonstances. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même technique qui est utilisée tout le temps. On doit adapter à chaque à chaque nature des eaux résiduaires, à chaque système de transfert et de dilution, une technique d'échantillonnage ou de prélèvement spécifique. Lorsqu'il s'agit de contrôler des paramètres à l'état de trace, par exemple des éléments qui se trouvent à de très petites quantités. Ça veut dire c'est 10 à la puissance moins 2, moins 3, moins 4 mg par litre. Donc c'est très faible ou susceptible de très grandes variations. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité que la dose ou la concentration change et il est nécessaire de tenir compte des risques de perte par précipitation, absorption ou évaporation. Ça veut dire que ces éléments à l'état de trace qui existaient dans les eaux usées, ils peuvent être perdus, les éléments en état de trace peuvent être perdus, soit par précipitation dans le flacon dans lequel je fais le prélèvement, soit par absorption, ça veut dire qu'ils vont se fixer sur la paroi interne du flacon ou de la bouteille dans laquelle je vais faire le prélèvement, soit par évaporation. Si par exemple mon flacon reste ouvert,
il va y avoir évaporation. Et donc là, à la fin, je vais analyser l'échantillon que j'ai prélevé. Je constate par exemple que j'en ai des taux de ces éléments en trace qui sont très faibles encore. Alors que normalement, ça ne représente pas la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pertes, soit par précipitation vers le fond, soit par absorption sur les parois, soit par évaporation, bien évidemment, en perte dans l'air. Alors, il existe différents types d'appareils de prélèvement manuels ou automatiques qui doivent être entretenus régulièrement. Donc là, il y a différents appareils qui peuvent nous faciliter un prélèvement, ça veut dire le fait de récupérer un échantillon. Il y en a qui sont manuels, donc là que je peux utiliser à la main, soi-disant, et il y en a qui sont automatiques, donc par exemple sur un canal, vous avez un système qui est automatique, il prélève un échantillon chaque 10 heures ou chaque durée de temps. Et ils doivent être entretenus régulièrement. Entretenus, ça veut dire qu'ils doivent être nettoyés, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas bien entretenus, on aura une contamination d'un échantillon à un autre. Par exemple, je prélevé un échantillon le matin dont la dose d'un élément est très élevée, par exemple, d'un micropolluant par exemple, et le soir, je fais un autre prélèvement sans laver le matériel. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? L'échantillon du soir va avoir une dose de plus à la réalité. Pourquoi? Parce que j'en ai des traces sur mon matériel qui n'ont pas été enlevées. Donc là, l'entretien est régulier et très important. Alors les éléments en contact avec l'échantillon, ça veut dire tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est joint, tout ce qui est cuve, doivent être inertes. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas réagir. Généralement, on le sait, quand on utilise par exemple le verre, c'est inerte, ça veut dire qu'il ne peut pas réagir, mais quand on utilise le plastique, c'est pas bon. Ça peut bien évidemment réagir avec le milieu, enfin l'eau qui se trouve dedans, et donc là, ça peut créer deux problèmes que nous allons discuter tout de suite. C'est pour éviter des pertes de composés par absorption, par fixation sur la paroi interne, par exemple, de ces récipients, ou par contamination des échantillons par relargage des plastifiants, par exemple, dans le cas d'utilisation du plastique. Donc j'ai dit, ces appareils de prélèvement, que ce soit manuel ou automatique, doivent être entretenus régulièrement. Ça veut dire nettoyer, laver et enfin, il faut qu'ils soient tout le temps propres. Les éléments en contact avec l'échantillon, ça veut dire la tuyauterie, tout ce qui est tuyau, tout ce qui est joint, tout ce qui est cuve, donc tout ce qui est contenant, doivent être inertes. Inertes pourquoi? Comme je l'ai dit, pour que ça n'entre pas en réaction avec l'eau qu'on va prélever dedans. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour éviter les pertes, parce que je peux avoir des pertes, comme je l'ai dit, par précipitation, par absorption, par évaporation. Et ce qui nous intéresse dans ce cas-là, dans ces éléments-là, la tuyauterie, les joints et les cuves, qu'on a dit, ils sont inertes, parce qu'il y a possibilité d'avoir le phénomène d'adsorption. Ça veut dire que les polluants vont s'absorber, vont se fixer sur les tuyaux, sur les joints et sur les cuves. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a des pertes de concentration. Ça veut dire que les éléments à l'état de trace que nous avons prélevés, on a prélevé à une certaine concentration, mais lors de l'analyse, on va analyser quelque chose de très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie qui s'est fixée sur les tuyaux, les joints et les cuves, par exemple. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire c'est d'éviter les pertes. Il y a aussi l'autre problème, ça veut dire dans le sens inverse, c'est la contamination des échantillons. Ça veut dire, je vais prélever un échantillon, mais à l'arrivée au laboratoire, je vais constater qu'il y a des éléments de plus que je trouve dans l'eau, et c'est dû au phénomène de contamination par relargage. Par relargage, ça veut dire par rejet. Ça veut dire que le plastique va relarguer, va libérer dans l'eau des éléments tels que ce qu'on appelle les plastifiants. Alors, il y aura lieu de tenir compte de l'influence des digues, donc dans le cas des prélèvements des eaux, des échantillons des eaux usées. Donc là, je rappelle juste un point, c'est que lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je suis en train de
d'épurer les eaux usées. Après l'épuration, ils vont être rejetés dans un milieu naturel. Ce milieu naturel, je suis obligé de le surveiller afin de ne pas, bien évidemment, contaminer ce milieu par les eaux usées et transformer sa qualité. Donc, c'est toléré pour quelques kilomètres, mais par la suite, je dois revenir à la normale. Donc là, si je rejette dans une rivière, il faut que j'aille chercher des échantillons, par exemple, chaque kilomètre. Okay, et je dois voir un petit peu, normalement, ce que je devrais récupérer, c'est une diminution de la pollution tout suivant la longueur, bien évidemment, de la rivière. Donc, autrement dit, si je m'éloigne du rejet de la steppe dans la rivière d'1 kilomètre, j'ai une qualité qui est médiocre, soi-disant. Après un autre kilomètre, ça veut dire à 2 kilomètres, la qualité doit s'améliorer, la qualité de l'eau de rivière. À 3 km, elle va s'améliorer davantage. À 5 km, elle va s'améliorer davantage et davantage, et ainsi de suite. À 10 km, par exemple, je trouverai la qualité de l'eau de rivière qui est semblable à l'eau avant le rejet. Donc, autrement dit, que l'effet du rejet va disparaître. Alors, dans ce cas-là, il faut tenir en compte de l'influence des digues. Les digues, c'est quoi? C'est les espèces de murs qu'on réalise au niveau des rivières pour bloquer l'eau. L'exemple que vous connaissez tous, c'est les digues des barrages. Tous les barrages, ils ont une digue, ça veut dire que c'est un mur qui va bloquer l'eau pour pouvoir la récupérer et la réutiliser. Alors là, je ne parle pas vraiment des digues des barrages, mais il y a possibilité d'avoir des digues de très petite taille. Par exemple, au niveau d'une rivière, vous pouvez trouver par exemple certains agriculteurs qui vont créer des micro-digues ou des mini-digues par exemple pour pouvoir avoir une hauteur de l'eau dans la rivière qui est plus élevée. Hein? Ça a un avantage pour les agriculteurs, c'est ça leur facilite le prélèvement par exemple de l'eau de rivière par pompage pour irriguer leurs champs. Donc là, ils ont besoin d'une lame d'eau qui est plus élevée. Parce que s'ils mettent leur pompe directement dans l'eau de rivière, elle va pomper le sol, c'est-à-dire le sol du lit de la rivière. Donc là, il faut qu'il y aura une hauteur d'eau qui est bonne. Et donc, pour cette raison-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des digues par des rochers, par des grandes roches, bien évidemment. Ça bloque un petit peu l'eau, mais ça déborde dessus. Et donc là, ils vont avoir une certaine hauteur. Donc dans ce cas-là, quand je suis en train de faire un échantillonnage ou un prélèvement, je dois prendre en considération la présence de digues. Pourquoi? Parce que par exemple, entre le point de prélèvement 3 et 4, il y a une digue. Je n'ai pas le droit de dire « Ah oui, en arrivant au point 4, j'ai une qualité qui s'est améliorée. » Donc c'est bien. Non, parce que la qualité s'est améliorée, parce que la digue a retenu une grande quantité de matière en suspension. Parce que la matière en suspension, ça a tendance à se précipiter dès que l'eau se calme. Et donc, au niveau des digues, l'eau va se bloquer, et donc là, la vitesse de circulation de l'eau va diminuer, et par conséquent, les particules vont regagner le fond. Et donc, comme ils vont regagner le fond, l'eau de la rivière, en quelque sorte, s'est débarrassée de ces particules-là. Donc là, il faut le prendre en considération. Il ne faut pas dire que voilà, la qualité de l'eau s'est améliorée comme ça, d'une manière miraculeuse. Et la possibilité d'avoir aussi des barrages. Donc la même chose, digue, c'est à petite échelle, barrage, c'est à grande échelle. Par exemple, si je suis la qualité, mais j'ai un barrage qui est proche, et je veux, soi-disant, dépasser le barrage. Il ne faut pas dire qu'après le barrage, la qualité s'est améliorée comme ça. Parce que le barrage, la vitesse de circulation c'est annulé en quelque sorte, et donc par conséquent, la précipitation et la sédimentation s'est accélérée. Et aussi les obstacles, s'il y a des obstacles de type digue ou de type barrage qui sont dans le chemin de circulation de l'eau. Et éventuellement, celle de la navigation. Alors ça, c'est un point inverse. Donc là, les digues, les barrages et les obstacles, ça fait calmer l'eau, et donc par conséquent, ça fait
faciliter la précipitation des matières en suspension, par exemple. La navigation, c'est au contraire. Hein. La navigation, c'est quoi? C'est dans le cas où vous avez, par exemple, une rivière, une zone ou un endroit où on peut, bien évidemment, faire des sports hydriques. Hein. Ça veut dire qu'on peut jouer, par exemple, du jet ski ou autre. Où il y a des bateaux même qui peuvent naviguer. Et donc, du coup, ces engins-là, cette activité-là, va faire quoi? Va perturber la qualité. Pourquoi? Parce que ça va agiter l'eau, hein, les hélices des bateaux, des appareils, des sports nautiques, si vous voulez. Donc là, ça perturbe la stabilité de l'eau, ça veut dire que ça agite l'eau et donc par conséquent ça va augmenter la qualité, bien évidemment, ça va augmenter plutôt la quantité de matière en suspension dans ces eaux et donc par conséquent ça va dégrader la qualité. Donc là il faut le dire aussi, par exemple comme je le dis, entre le point 5 et 6, je ne vais pas dire que la qualité s'est perturbée, la qualité s'est détériorée comme ça sans raison, non, parce qu'entre le point par exemple 5 et 6, il y a une zone où il y a des sports nautiques, il y a la possibilité de naviguer en bateau de toutes les tailles. Hein. Généralement dans les rivières, c'est des bateaux de petite taille, pas des navires. Alors les échantillons recueillis sont soigneusement étiquetés et conservés à 4 degrés Celsius. Donc là, les échantillons prélevés sont étiquetés. Ça veut dire qu'on met une étiquette sur les flacons. Sur cette étiquette, qu'est-ce qu'on note? On note bien évidemment la date, l'heure de prélèvement, à quoi ça va servir hein, pour faciliter le travail au laboratoire. Est-ce que ça va servir à la DCO, à la DBO, à la mesure d'éléments à l'état de trace et ainsi de suite. Et par la suite, ils sont conservés hein, à 4 degrés Celsius, donc dans des systèmes de conservation à température très, très faible, à 4 degrés Celsius, tels que les glaciaires. Hein. Ils seront transportés jusqu'au laboratoire dans un laps de temps ne dépassant pas 24 heures. Donc là, il ne faut pas que ça dépasse 24 heures et il faut qu'il sera au laboratoire. Alors là, quand je parle du temps de transport et je dis 24 heures, c'est soi-disant le maximum. Mais il ne faut pas oublier que lorsque je vais y aller chercher de l'eau d'une rivière, la rivière, je ne suis pas censé trouver une route à côté. Donc là, il y a possibilité de marcher quelques minutes, d'aller en 4x4 par exemple dans des chemins difficiles et ça veut dire rouler lentement, donc ça va traîner ou laisser traîner l'échantillon dans nos glaciers et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, il ne faut pas y aller à garder des échantillons plus que 24 heures. Toutefois, un certain nombre de mesures seront à pratiquer sur place. Donc là, il y a des paramètres qu'il faut mesurer sur place, tels que la mesure de la température. Donc là, c'est sur place. Pourquoi? Parce que quand je mets mes échantillons à 4 degrés, ils vont être à 4 degrés. Donc là, je ne vais pas dire que l'eau de la rivière est à 4 degrés. L'eau de la rivière, il faut mesurer sa température sur place. La même chose pour le pH. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de produits, on va le voir dans la suite, pas mal d'échantillons, on va les acidifier avant de les ramener au laboratoire. Ça veut dire qu'on va prélever et on rajoute une quantité d'acide, c'est pour pouvoir conserver tous les éléments chimiques qui se trouvent dedans. Et donc par conséquent, la valeur du pH elle doit être réalisée ce qu'on appelle in situ. In situ, ça veut dire sur place. La mesure aussi de l'oxygène dissous doit être réalisée sur place. Pourquoi? Parce que lors du transport, les flacons vont s'agiter et il y a possibilité qu'ils libèrent ou qu'ils perdent une quantité d'oxygène dissous. En ce qui concerne les matières en suspension, leur mesure doit intervenir dans les 6 heures après le prélèvement. Donc là, pour les matières en suspension, pas possible de dépasser les 6 heures après prélèvement. Pourquoi? Parce que sinon, les matières en suspension vont décompter facilement. Et si ça décompte, le malheur, c'est que ça peut se coller ou se fixer sur le fond. Alors, si de très grosses particules sont présentes, tamiser l'échantillon à travers
un tamis à maille de 5 mm. Donc là, si l'eau présente des particules de grande taille, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tamisage. Hein, on fait un tamisage avec un tamis de maille de 5 mm et on récupère que l'eau. Et l'eau préparée est dite eau brute tamisée. Ça veut dire que c'est une eau brute qui a été filtrée par un filtre de 5 mm, ce qu'on appelle un tamis exactement. Toujours prendre soin de bien homogénéiser l'échantillon avant analyse. Alors là, quand je vous ai parlé des matières en suspension, je vous ai dit qu'il y a possibilité d'avoir un dépôt. Pour éviter ce problème, il faut toujours prendre cette habitude d'homogénéiser l'échantillon avant analyse. Ça veut dire de l'agiter avant de pouvoir l'analyser. Comme ça, vous analysez tout ce qui se trouvait dans cette eau et d'éviter bien évidemment les pertes. Voilà, donc je m'arrête encore une fois sur cette diapo et je continue sur la suivante.